Non, allez, je reprends. Côté américain, on va dire, ben, vous avez été le premier dans l'espace, ben, nous, on va être les premiers sur la Lune. Hein, ça, c'est John Fitzgerald Kennedy qui le dit. On va tout faire pour arriver sur la Lune, et en 69, les Américains débarquent sur la Lune. Il n'y aura que 12 personnes hein, qui vont débarquer sur la Lune. Puis, c'est tous des Américains, hein, les 12. D'accord? On ira, les apôtres sont allés sur la Lune. Il n'y avait pas Jésus. Et puis il y a la propagande. Hein. D'un côté, les Russes font des films anti-américains, de l'autre côté, les Américains font des films anti-russes. Hein. Vous avez qu'à regarder un vieux film qui s'appelle Rambo. Il y a un truc sur les méchants Russes en Afghanistan. Les Marvel, hein, où vous avez des Captain America et autres Marvel qui se battent contre les méchants russes communistes. Ça, vous en avez, hein, d'accord. Voilà, hein, ça c'est. On va utiliser cette propagande pour mystifier l'autre, pour le dénigrer, pour le montrer dans son plus mauvais côté, etc., etc. Voilà. Et même dans les BD, hein, dans les BD Black et Mortimer, Tintin, vous en avez des BD anticommunistes. Hein. Voilà, par exemple. Hein. Et côté russe, je connais moins bien là, de ce côté-là, du coup, j'ai pas la bonne culture, mais il y avait certainement la même chose pour les enfants russes. Voilà. Ah, quand je repense au programme Apollo, le programme Apollo, c'est le programme, quand ils sont allés sur la Lune, les Américains, où ils ont envoyé 12 astronautes. Il faut imaginer quand même que ces 12 astronautes, eh ben, quand ils vont sur la Lune, leur ordinateur, il n'est pas plus puissant, il est même moins puissant que votre calculatrice Casio collège, quoi. Voilà. Donc il faut imaginer que tout se faisait, beaucoup de choses se faisaient à la main, de façon approximative, avec, on bidouillait les choses. C'était vraiment une prise de risque à chaque fois qui était énorme. Hein, je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, les fusées, elles explosent. Hein. D'accord? Des fois au décollage. Donc, rien qu'au décollage, c'était dangereux. Une fois dans l'espace, c'était dangereux. Et une fois sur la Lune, c'était pire. Donc, il faisait du bricolage avec une calculatrice Casio et ils y arrivaient. D'accord? C'est ça qui est complètement fou, je trouve, sur ces premières missions lunaires. Hein. Et la course était tellement importante pour aller sur la Lune que les Russes ont tenté d'envoyer un robot avant que les Américains y envoient des hommes. D'accord? Pour dire que eux, ils étaient atterris aussi. Hein, ils n'avaient pas envoyé des hommes, ils avaient envoyé un robot. Et le robot, c'est bien aussi. Quoi. Voilà. Manque de peau, la mission s'est scratchée. Bon, ça n'a pas marché. Voilà. Ça, c'est la propagande. La fameuse propagande. Hein, dire que l'autre, nous, on est bien, c'est bien, chez nous, c'est bien, et chez les autres, oh là là, c'est pas bien chez eux. Voilà. Alors, je parlais de crise et de tension hein, pendant les guerres froides. On voit bien qu'il y a eu des moments plus ou moins forts de tension entre les Russes et les Américains, tout en dans l'idée qu'ils ne s'affrontent pas directement. Quoi qu'il y a des moments, c'est tout juste, tout juste, tout juste, tout juste. Il existe de nombreuses crises et guerres hein, qui vont faire les deux. On est des locales, des guerres très localisées dans des petits pays, sur lesquels ils se sont opposés, hein, on l'a déjà dit. Hein. La Corée, le Vietnam, l'Afghanistan pour les Russes. Hein. La guerre de Corée, souvenez-vous, c'est 50-53. Voilà, et puis on finit par un match nul. Et puis la famille Kim, hein, vous avez Monsieur Kim, hein, encore au pouvoir, avec la petite sœur. Il est bien, Kim, il est bien. Il a donné l'arme nucléaire à son pays, il est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Kim? Non, il est bien. Il y a un jour, il n'était pas content de son tonton, il a fait mettre dans un champ de terre et il a dit aux artilleurs tirez. Voilà. Bon, il ne devait pas rester grand-chose. Hein. Et puis un jour, il y en a un qui n'écoutait pas quand il parlait. Il a fini, il s'est fait bouffer par des chiens. Donc, bon, il est sympa, Kim. Ouais, c'est un mec bien.
Et puis la Corée du Sud, vous connaissez mieux quand même, hein, comme je disais, K-pop, BTS et d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Mais il y a aussi les voitures, hein, Hyundai, Kia, etc. Hein, d'accord? Tous ces trucs-là qui font que la Corée du Sud est un pays comme un peu le Japon, en fin de compte, qui est sorti d'un état du tiers-monde vers quelque chose qui est une des puissances locales de l'Asie, et même une des puissances planétaires. Oh là là là. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire sur le truc pour finir? Je vais aller plus vite. Ah oui, la crise de Cuba. Dans les crises, la crise de Cuba 1962, avec Fidel Castro, Che Guevara. Les Américains voient Fidel Castro est un socialiste, dit-il. Donc quelque chose qui approche du communisme. Et ça ne plaît pas du tout aux Américains, ça ne plaît pas du tout à John Fitzgerald Kennedy à l'époque. Et les Américains donc essayent même de débarquer à Cuba et de le chasser. Ça ne marche pas, c'est la fameuse baie des cochons, un désastre militaire américain. Et du coup, à Cuba, Fidel Castro, il demande la protection des Russes. Et il interpelle le chef de la Russie de l'époque, c'est M. Khrouchtchev. Il lui dit, M. Khrouchtchev, est-ce que vous pouvez me protéger? Les Américains veulent nous détruire. Et là, Khrouchtchev lui répond, mais bien sûr, je vais t'aider. Je vais t'envoyer directement des missiles sur ton sol, des missiles nucléaires. Tu verras qu'ils viendront plus t'embêter. Mais Khrouchtchev, ce qu'il voit surtout, c'est que s'il met un missile à Cuba, le missile, il est à moins d'un quart d'heure de Washington quand il part. Alors que quand il part de chez lui, il a plus d'une demi-heure. Là, il part de Cuba, en moins d'un quart d'heure, il y est. En un quart d'heure, les Américains, ils n'ont pas le temps de réagir. Hein. Ils peuvent, en quelques minutes, en 3-4 minutes, ils peuvent toucher déjà la Floride. Alors là, hein, d'accord? D'ailleurs, à l'époque, en 1961-62, c'est la panique du côté des Américains, d'accord? Surtout du côté de la Floride, parce qu'ils ont peur d'une attaque atomique qui ne verrait même pas arriver, quoi. Le temps de dire, il y a une attaque, pouf, ils l'ont dessus. Ok? Et là, à ce moment-là, Khrouchtchev envoie par bateau, à l'époque, des missiles atomiques vers Cuba, pour les faire installer. Et Kennedy appelle Khrouchtchev et lui dit, voilà, si vos missiles arrivent à Cuba, nous, on tire les premiers. Khrouchtchev, au départ, refuse cet ultimatum en disant c'est quoi, c'est encore les capitalistes, on fait ça pour protéger Cuba, on n'est pas là pour vous détruire, etc. C'est pour protéger le plus petit, parce que le communisme, c'est protéger le plus faible. Et là, quand même, 45 minutes avant que le bateau atteigne Cuba, Khrouchtchev finit par demander à ce que le bateau plein de missiles fasse demi-tour et revienne en URSS. Donc on est passé à 45 minutes d'une guerre nucléaire en 1962. Et le monde ne serait pas du tout le même. Je ne sais pas comment il serait, mais ça ne serait pas le même. C'est clair. Hein? Voilà. Donc vous le savez, maintenant on est passé à 45 minutes, même moins je crois, d'une guerre nucléaire. Et puis j'ai oublié en 61 le fameux mur de Berlin, évidemment, installation d'un mur, les chars qui se mettent face à face dans les rues de Berlin. Russes et Américains se font face à face, après se tirer dessus, voilà, et on emprisonne des millions de Berlinois. Voilà, prison à ciel ouvert, jusqu'en 1989 où ils vont se libérer tout seuls. En 1949, déjà Staline, il avait essayé un truc aussi, il avait essayé d'isoler Berlin-Ouest, pas en faisant un mur, mais juste en bloquant les routes et tous les accès terrestres qui allaient vers cette ville. Et les Américains avaient fait un pont aérien pour alimenter la population et lui amener ce dont elle avait besoin. Et au bout de 6 mois, Staline avait laissé tomber, on laisse tomber le blocus de Berlin, hein, et puis ça n'avait pas marché. Voilà, bon. Hein.
Là-dessus, c'était Truman, encore à l'époque, au début, à l'époque, c'est Truman qui avait dit, non, on lâche pas, c'est pas Staline qui commande, ok, nous, on protège Berlin. Et en plus, Berlin avait 3 zones, une zone française, une zone anglaise, une zone américaine, et dans ces 3 zones, évidemment, il y avait des aéroports. Et tous ces aéroports ont servi à amener ce qu'il fallait par avion. D'accord, hein? Ça a été le plus grand pont aérien de l'époque. Voilà. Et même aujourd'hui, je ne sais pas si on a fait un pont aérien aussi développé qu'à ce moment-là, et je ne sais même pas si on pourrait le refaire. Voilà. Et puis je vous ai parlé de 62, crise de Cuba, là, avec John Fitzgerald Kennedy qui s'oppose à Khrouchtchev. Hein? Je vous rappelle qu'en 63, John Fitzgerald Kennedy est assassiné, JFK. Vous voyez des fois dans les bouquins, il y a un film qui s'appelle JFK d'ailleurs, qui est sur une enquête justement sur la mort du président Kennedy, où on se demande si c'est pas les services secrets américains qui ont buté Kennedy. Voilà, parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre au Vietnam, alors que la plupart des chefs politiques américains voulaient cette guerre au Vietnam pour empêcher le communisme de se développer, au nom d'une théorie qui disait que si le Vietnam tombait, le Laos tombait, le Cambodge tombait, la Thaïlande allait devenir aussi communiste jusqu'en Inde, quoi. Voilà, et que toute l'Asie allait être communiste. Voilà, c'était la théorie des dominos qu'on appelait ça. Voilà. Par contre, du coup, pour éviter encore une tension trop forte comme celle de Cuba et un risque de guerre nucléaire, Khrouchtchev et John Fitzgerald, Nikita Khrouchtchev, c'était son prénom, et John Fitzgerald Kennedy vont avoir un téléphone, chacun de leur côté, avec une ligne directe. S'ils décrochent ce téléphone-là, par exemple, Kennedy, c'était le téléphone rouge, il décrochait, il avait d'office Khrouchtchev en ligne. Voilà. Et inversement. Ils peuvent se parler et éviter les quiproquos un petit peu de cette manière-là. C'est parce que si vous parlez trop avec des gens qui interfèrent, ça peut à tout moment poser des problèmes. Voilà. Et le dialogue se fait plus facilement, plus directement. Voilà. Et puis, après ce moment de tension des années 60, donc on remet en place un dialogue entre les deux blocs. Il va y avoir une période de détente, hein, qui n'excuse pas les conflits indirects. Hein. Il y aura toujours le Vietnam, par exemple, hein, ou il y aura toujours l'Afghanistan. Mais on se parle un peu plus. Voilà. D'accord? Donc il y a le moment de détente. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de s'opposer, mais on se parle. C'est déjà ça. Khrouchtchev va venir aux États-Unis, par exemple. Hein, visiter les États-Unis, voir le pays, voir à quoi ressemblent les États-Unis d'Amérique. D'accord, hein. Et puis on arrive vers la fin de la guerre froide. Dans les années 80, a été élu un président. Et un président connu de tous les Américains du monde entier avant d'être président. Car il s'appelle Ronald Reagan. Et c'était un ancien acteur d'Hollywood à l'époque. Il faisait des westerns de série B. Eh ouais. Série B, c'était les mauvais westerns, en fin de compte. Pas mauvais, mais enfin les moins bons. Hein. Il avait été sénateur de Californie. Il avait fait de la politique. Et puis il s'était présenté comme président des États-Unis d'Amérique du côté républicain. Vous savez, aux États-Unis, il y a les démocrates et les républicains. Il n'y a pas de parti de gauche. Ça n'existe pas la gauche aux États-Unis, comme en France. Il y a les démocrates, c'est la droite, et les républicains, c'est une extrême droite, si vous voulez. Et il va relancer l'armement, il va relancer une modernisation de l'armée américaine, et surtout ce qu'il va appeler la guerre des étoiles. Alors on n'est pas dans Star Wars, ce n'est pas Obi-Wan Kenobi, Ronald Reagan, loin de là. Il ne veut pas jouer au Jedi, hein, je ne sais même pas s'il a vu le film, mais
en relançant le budget militaire, en modernisant l'armée américaine, ils développent énormément, en même temps, une nouvelle forme de guerre qui coûte très cher, la guerre des étoiles, c'est-à-dire des satellites tueurs de satellites. Si vous tuez le satellite russe de communication, ben vous pouvez rendre votre ennemi sourd et aveugle. Voilà, il ne sait pas ce qui se passe, il ne voit plus, il peut plus faire de photos satellites, il ne peut pas vérifier où sont les armées, d'accord? Et même de transport de munitions nucléaires. Comme ça, on tire dessus, à la verticale, directement, depuis l'espace. Mais ça coûte énormément, ça coûte très cher, pardon. Ça coûte énormément d'argent. Et de leur côté, en URSS, et économiquement, ils sont un peu à bout de souffle. Ils tentent eux aussi, de se préparer à une guerre de l'espace, quelque part. Ils tentent eux aussi de remoderniser leur armée, mais ça coûte énormément d'argent. Et l'économie russe est en train d'imploser. C'est-à-dire, elle ne marche plus. Le système communiste économique ne marche plus. Et cette course à l'armement va le finir. Arrive à ce moment-là, à la tête du pays, un monsieur qui s'appelle Mikhail Gorbatchev, et qui va essayer de laisser un peu plus de liberté, laisser aux gens la possibilité d'entreprendre davantage. On va parler de glasnost, de perestroïka, c'est-à-dire de plus de clarté, de plus de changement. Mais ça ne suffira pas. Le pays est en train d'exploser. Les petits pays qui étaient avec les Russes dans le pacte de Varsovie, comme les Polonais, comme les Allemands de l'Est, comme les Hongrois, etc., ne veulent plus du communisme et vont se libérer du communisme parce qu'ils voient en même temps que le grand frère russe, qui à une époque n'hésitait pas à envoyer des chars s'il se révoltait et à tuer des gens, là il ne bougera pas. Il ne bougera pas parce que Gorbatchev n'est pas un Khrouchtchev, par exemple, ou un Staline, c'est-à-dire c'est pas un dur. Et deux, économiquement, ça devient difficile pour les Russes d'aller se chercher une guerre. D'accord? Donc, les dictatures d'Europe de l'Est, de Pologne, d'Allemagne, de Hongrie, puis les autres, vont tomber les uns derrière les autres et vont devenir des économies plus libérales. Et là où c'est le plus marquant, évidemment, le grand symbole, c'est pour ça qu'on finit en 1989, c'est la libération, entre guillemets, le fait de se sortir du communisme du côté allemand, c'est le mur de Berlin en 1989. C'est la chute du mur de Berlin de 89. C'est pour ça qu'on vous dit 47, plan Marshall, 89, chute du mur de Berlin. On vous met la guerre froide entre ces deux trucs. Il y en a qui disent que, véritablement, entre ces deux dates, que la guerre se termine véritablement en 91, lorsque l'URSS carrément disparaît. 2 ans plus tard, le 25 décembre, si je me souviens bien, cadeau, Mikhail Gorbatchev dit qu'il démissionne, et c'est la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et c'est le début de la Fédération de Russie, et de la Russie telle que vous la connaissez aujourd'hui. Et c'est aussi le début de l'Europe telle que vous la connaissez aujourd'hui, avec les nouveaux pays qui sont nés de l'effondrement du communisme, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Biélorussie, l'Ukraine, hein, de l'autre côté l'Arménie, etc., ou la Moldavie, on en parle beaucoup moins, ce tout petit pays enclavé là. Donc tous ces pays-là qui n'existaient pas vont naître, parce qu'avant c'était comme des départements si vous voulez,
ou des régions de l'URSS, là, elles vont devenir autonomes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a un qui s'appelle Poutine et qui essaye de récupérer une région qui a pris son indépendance à ce moment-là, qui était l'Ukraine. Et puis, les pays qui étaient avant communistes vont devenir des pays dits libéraux, capitalistes et démocratiques. Et vont rentrer pour la plupart dans l'Union européenne d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est la fin. Voilà. Et après, le monde, il est plus bipolaire. À partir de ce moment-là, on va dire qu'on a une suprématie américaine. Pendant des années, on va avoir qu'une seule puissance, qui va être le gendarme du monde, après 91, ça va être les Américains. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, où cette suprématie américaine est contrebalancée par la Chine ou par d'autres puissances économiques. Voilà. Donc vous savez tout maintenant sur ce monde bipolaire, sur ce monde de la guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, parce que franchement c'est un gros truc, ça, la guerre froide, ça dure vachement longtemps, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de monde, mais bon, j'espère que ça va aller. N'oubliez pas de mettre un pouce, ça fait plaisir, de vous abonner, ça fait plaisir. À très bientôt sur Armarius pour la suite des aventures de l'histoire. Au revoir. Bon allez, moi je file. Salut les jeunes. Attention à tous, maintenant vous allez voir un chien, un Oka, qui a été dressé pour lutter pendant la guerre froide. Oka, Oka, pan, 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 pan. Oh, ah, il est mort. Oh, c'est bien ça, Oka. Et voilà, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle aventure. Avec Oka ou pas. Ciao.